Bonjour. Nous allons consacrer ces quelques minutes au frère Mwazulu Diabanza, qui vient d'être condamné au rapatriement à l'expulsion du territoire par les autorités françaises, par le tribunal de grande instance de Créteil en banlieue parisienne. Mwazulu, c'est un frère dans la lutte pour la promotion de l'idéal africain, pour le panafricanisme et tout ce qui tourne autour. Il est le leader du mouvement UDC qui s'inscrit en faux contre la politique des gouvernements impérialistes, dont notamment la France, qui est l'un des principaux pôles de colonisation et de néocolonialisme envers les pays africains. Donc, Mwazulu, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours tout bien fait. Il y a des divergences entre lui et certains frères panafricains, notamment Kémy Séba. C'est quelqu'un qui a commis des erreurs, comme tout le monde, mais dans la logique des leçons tirées de l'histoire, dans la logique d'un passé sanglant de plus de 500 ans, il est inadmissible aujourd'hui de se désolidariser d'un frère qui est victime d'un acharnement et de l'oppression venant de l'oligarchie. L'histoire a montré à suffisance avec Thomas Sankara, Sékou Touré, Sylvanus Olympio Lumumba et autres que tous ceux qui ont été déclarés ennemis de l'Occident, ce sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, même sans être parfaits, même sans tout bien faire, travailler pour l'idéal continental et aller à l'encontre des intérêts de cette oligarchie-là qui n'est développée que parce que l'Afrique était assujettie. Partant de là, il est d'une grande importance de mettre sur pied, enfin, de manifester cet élan de solidarité envers le frère, et de revenir sur quelques éléments qui nous laissent un peu bouche bée quand on voit la façon dont les autorités occidentales agissent envers les prétendus criminels africains. On a l'impression, c'est assez intéressant, on a l'impression quand on est en Europe qu'ils sont les meilleurs respecteurs de lois qui soient, c'est-à-dire ils sont carrés, ils sont droits, ils font toujours référence au texte et ils précisent avec insistance la nécessité de les respecter et de ne pas aller à leur encontre. Mais quelle n'est pas notre surprise de voir qu'à partir du moment où ils traversent les frontières de leur pays, leurs propres frontières, ils ont un comportement tout à fait différent. Il nous est resté en travers de la gorge les violeurs des mineurs en Centrafrique, c'est-à-dire lors de l'opération censée ramener la paix et la démocratie, parce qu'on est face à des pays qui ont pour logique que le développement économique va nécessairement avec le monopole de la raison, et donc comme ils sont plus forts économiquement ou militairement que vous, il faut aussi que tout ce qu'ils fassent, tout ce qu'ils aient comme système politique et social, vous les ayez aussi. Donc la démocratie à l'occidentale qui ne fonctionne que par les bombes avait amené la MINUSCO, la MINUSCO en République, la MINUSCA en République centrafricaine, et plusieurs soldats, dont certains même ayant le grade de caporal-chef, ont été accusés pour attouchement sur mineurs, pour viol. Certains ont même poussé ces mineurs à coucher avec des chiens. Oui, et voilà, au lieu que les autorités centrafricaines puissent les juger, ils ont été amenés en France parce que, voilà, on n'accorde pas de la crédibilité aux autorités africaines, quand bien même le crime aurait été commis chez eux. C'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe vient du fait que jusqu'ici, l'affaire a été classée sans suite. On ne sait pas ce qu'ils... C'est-à-dire, ils vont courir, ils vont mener leur vie comme si de rien n'était, ces fameux soldats-là, une fois rentrés en France. Et le troisième paradoxe qui est assez écœurant et qui prête à vomir, c'est ce que un humoriste... enfin, on parle de politicien. Pour moi, un humoriste français du nom de Jean-Pierre Chevènement dira, à la suite, il va dire que le fait pour des soldats de se retrouver en présence d'enfants désemparés, désespérés, peut susciter ce genre de comportement. En d'autres mots, on peut pousser des enfants pour satisfaire ses perversions sexuelles, accoucher avec des animaux sous ses yeux, c'est-à-dire leur faire copuler avec des chiens. Et c'est normal, voilà, la présence d'enfants désespérés peut susciter la barbarie, et donc la barbarie est justifiable. Jusqu'ici, rien ne leur est arrivé. Quelle est donc la rationalité, quelle est donc l'explication de voir que Mwazulu, lui, il est menacé subitement d'expulsion de ce pays-là qui a toujours respecté les droits de l'homme selon lui-même, en insérant des matraques, en violant par des chiens, etc. Donc voilà, ça c'est le premier élément. On a un autre élément comme ça en Indonésie avec un Marocain, enfin un Franco-Marocain du nom de Serge Atlaoui, c'était en 2005, le 11 novembre. Il a été accusé et inculpé avec 17 autres pour trafic de drogue, bref, pour avoir travaillé dans des usines, dans des entreprises qui faisaient dans la fabrication des produits stupéfiants.
Et le président indonésien Joko Widodo, qui s'était promis de mener une politique assez farouche contre cette pratique, il avait dit qu'il va être sans pitié. Donc, plus tard, à la suite de moult négociations et procès, les accusés ont été condamnés à mort. Les autres ont été bel et bien exécutés, dont un Nigérian parmi, mais le français Serge Adlaoui, lui, il a été disculpé, enfin pas disculpé, mais au moins relaxé à la dernière minute. C'est-à-dire, il est toujours en prison, mais il n'y a plus de, comme sa femme le disait, il n'y a plus de condamnation imminente, il n'y a plus d'exécution imminente qui pèse sur lui. Donc, les Français ont toujours raison où qu'ils aillent, mais quand vous êtes chez eux, vous avez tort. C'est-à-dire, c'est ça la politique à deux vitesses. C'est comme Jean de La Fontaine le disait, et comme par hasard, il est français. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc c'est ce à quoi on a affaire ici. Quand ils sont ailleurs, ils foutent la merde, comme on dit en français soutenu, ils foutent la merde, ils sèment le chaos, mais lorsque vous arrivez chez eux, ce sont les anges les plus blancs de la planète. Or, l'histoire montre qu'ils n'ont de blancheur que la peau. Au Cameroun, en octobre 2016, c'était il y a quelques mois à peine, le groupe Bolloré qui détient l'entreprise ferroviaire Camrail, après l'avoir rachetée à la régie Fercam en 1999, a dû cumuler des wagons parce que il y a eu un petit incident sur la route, sur l'axe routier qui sépare les deux capitales Yaoundé et Douala, du fait qu'elle était devenue impraticable, et donc les passagers se sont retournés vers le transport ferroviaire. On a donc dû ajouter des wagons, ce qui n'aurait pas dû se faire, et donc le train n'a pas pu supporter la charge. Au niveau de la localité des Eka, il y a eu un déraillement qui a causé énormément de morts. Les chiffres officiels présentés par l'entreprise elle-même qui a causé l'accident, ce qui est du jamais vu dans l'histoire en général, ce n'est pas l'accusé qui est chargé de fournir les faits et les chiffres, mais tout ça encore, c'est une question de puissance, une question d'argent. Donc on parle d'environ 75 morts, à peu près entre 70 et 80 dans l'intervalle, alors que les sources anonymes, les sources particulières et privées font état de plusieurs centaines de morts, allant même jusqu'à près de 500. Donc, à Bolloré, il ne va rien arriver. Il s'est même prononcé pour indemniser les familles avec 2300 € par personne. Bon, il y a une victime française parmi. On se demande si elle aussi sera indemnisée à 2300 €. Quand on sait que Vincent Bolloré, avec 4,5 milliards d'euros de fortune et à peu près 4,5 milliards d'euros, de dollars de fortune, peu importe, est dans le top 15 des plus grosses fortunes de France, c'est la 11e ou 10e fortune de France. On constate donc que le prix du sac à main de la femme de Vincent Bolloré coûte plus cher que l'indemnisation d'une famille qui a été victime de la bêtise économique favorisée, sponsorisée par le capitalisme, et il n'a pas du gain excessif de cette entreprise-là. Donc voilà des cas qu'on a à travers le monde où on se dit mais ce n'est pas normal, et pourquoi ces gens-là sont toujours en liberté? On va même pas aller dans le domaine de la macro-barbarie avec Sarkozy pour la Libye, enfin tout ce qu'on connaît sur les déstabilisations des régimes africains. Mais on reste encore dans la barbarie. Voilà, c'est ces éléments-là qui nous poussent à se demander. Donc, moi, Zulu Diabanza doit être rapatrié parce que lui, le méchant, il a commis des délits dans la France, au cœur de la Sainte France, où on respecte le droit, l'équité et tout. Voilà. Donc, et si vous voulez, on peut même terminer en y allant quand même, parce que dans une défense, il faut toujours exposer tous les faits. Lorsque François Hollande de la France fait preuve d'ingérence politique en allant essayer de placer un économiste incompétent qui défend farouchement le franc CFA en utilisant des stratagèmes miraculeux qui n'ont rien à voir avec la réalité, Lionel Zinzou, la constitution du Bénin ne prévoyait pas de poste de Premier ministre. Mais quelques jours avant la visite de François Hollande, on a créé le poste de Premier ministre, 9 mois avant la fin du mandat du président sortant Thomas Yahi Boni. Donc voilà, on nous a vendu un modèle où le Bénin est démocratique, mais en même temps, on fabriquait quelqu'un, c'est-à-dire on change de personne, mais l'entité, le noyau dur reste le même, l'idéologie reste la même. C'est ce modèle de démocratie-là qu'on nous vend
parce qu'on veut mettre quelqu'un qui va défendre les intérêts de la France, le franc CFA, où nos réserves seront toujours gérées par la France, et pourra prendre les recettes d'exportation gardées dans son trésor pour payer les chômeurs, et ainsi de suite. Et on parlera de RSA, de cinquième puissance économique mondiale, etc. Donc pourquoi la France n'était pas inculpée pour ingérence? Pourquoi quand ils font, on revient sur la question, pourquoi quand ils sèment le chaos, quand ils foutent la merde, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de sanction et tout, mais quand ce sont les autres, ils se mettent à, voilà, ils se mettent à jouer les sacro-saints. C'est assez paradoxal. Mais ce n'est pas surprenant, c'est-à-dire, le noir, l'homme africain, de manière générale, a toujours été placé au bas de l'échelle. C'est-à-dire Louis XIV, quand il achète la Louisiane vers la deuxième moitié du XVIIe siècle, pour continuer à y pratiquer l'esclavage qui était, on dit, proscrit en métropole. Voilà, on est dans la continuité quand on voit ce qui se passe à Bâton Rouge encore aujourd'hui, parce qu'on a été habitué que le noir est inférieur à tout le monde. Louis XIV, c'est bien lui, avec son ministre Colbert, qui a initié le Code noir en 1685, où l'article 44 reléguait le noir au rang de meuble. C'est, voilà, c'est dans la continuité de ce que le pape Nicolas V Tommaso Parantuccelli avait élaboré le 8 janvier 1454 en envoyant les colons assujettir d'autres peuples, majoritairement les peuples inférieurs, les peuples à peau noire, les peuples sans âme. Donc voilà, ça ne surprend pas, c'est normal que les choses soient comme ça, mais bon, il y a une grande nécessité d'informer les Africains, enfin les Africains, j'appelle Africains tout noirs sur Terre. Nous sommes désolés avec vos bifurcations grammaticales, vos bifurcations euh, de vocabulaire, ça n'intéresse personne. Ce sont des gens mus par une sorte de complexe d'infériorité, ou du moins par une volonté de s'identifier à une société dite supérieure ou plus évoluée, qui se perdent à s'appeler afro-péens, afro-descendants, africains français. Nous sommes tous africains, et c'est par la force des choses, par la tragédie de l'histoire, que nous nous sommes retrouvés ailleurs. Si tu enlèves un serpent de la savane et que tu le mets dans un aquarium ou tu l'héberges chez toi, il n'en demeure pas moins un serpent, dont un Africain parti de l'Afrique il y a 1000 ans n'en est pas moins un Africain qu'il y a 1000 ans. Donc les Africains devraient donc comprendre et avoir cette information-là en tête et se dire, je ne vais plus tomber dans le piège de cette pseudo-justice menée par les puissances impérialistes. Quand la France parle de paix, quand n'importe quel pays européen parle de paix, ce sont eux qui fabriquent les armes, ce sont eux qui sont dans le Conseil de sécurité, qui est en fait un conseil d'insécurité parce qu'il est constitué des pays les plus grands fabricants producteur d'armes. La France en a gagné pour 16 milliards d'euros à la fin de l'année 2016, et donc après, elle parlera de paix. Dans la même lignée, ce sont ces gens-là qui vendent les armes, qui mettent le chaos, qui bombardent partout, qui ne discutent pas sur la base des arguments, qui ne fonctionnent que sur la base de la violence pour peu que on n'épouse pas leur idéologie. Ce sont les mêmes qui prétendent lutter contre la violence et voilà, sanctionner ceux qui auraient bafoué l'équilibre sur le territoire français, dont Mwazoulou Diabanza. Bon, on va terminer en se disant que le fait d'être rapatrié n'est pas une catastrophe en soi. Lorsque Kémy Séba a gagné l'Afrique, on s'est dit que ça allait l'éteindre. Être en Afrique, ce n'est pas comme si on était sur une autre planète. C'est le même soleil qu'on voit se lever tous les jours. Et encore en Afrique, à l'équateur, on le voit se lever. Les journées durent beaucoup plus longtemps en une année qu'en Europe ou en hiver, ou en hiver, on a un maximum de 9 à 10 heures de lumière par jour. Donc, voilà, on a les médias d'information, de communication. Quand bien même Mwazoulou sera rapatrié, je ne pense pas que cela nuirait forcément en son mouvement. Il y a ces nouveaux canaux de communication-là, il y a ce nouveau soutien, ce nouvel élan panafricain qui fait même que le fait de sanctionner quelqu'un rend son action plus populaire, le fait de sanctionner quelqu'un malgré ses erreurs fait que ceux qui ne le soutenaient pas s'allient à sa cause parce que les ennemis de mes ennemis entre guillemets, parce que ce n'est pas l'Afrique qui a voulu être l'ennemi de quelqu'un d'autre. L'Africain, le continent, le pays, enfin l'Afrique est le continent le plus, et l'Africain est l'individu le plus hospitalier au monde. Il y a beaucoup de migrants sans papier européens en Afrique, beaucoup plus nombreux que dans le sens inverse, mais nous les accueillons tous à bras ouverts. L'Africain se rend juste compte que, à force d'être bon, à force d'être ouvert aux autres, c'est lui le naïf, c'est lui le fou, c'est lui l'idiot, parce que l'autre côté ne lui rend jamais l'appareil. Donc voilà, quand on parle d'ennemis, c'est ceux qui ont décidé d'être nos ennemis en nous traitant de cons parce qu'on essayait d'être bon.
Donc voilà, selon le concept, les ennemis de mes ennemis sont donc mes amis. On dit force à vous, moi Zolo Diabanza, force à l'UDC. Nous soutenons tous ceux qui œuvrent contre l'exploitation de l'Afrique. Ils ne s'attaquent pas à l'individu français, à l'Européen lambda, même si cet Européen lambda profite du système, et même si cet Européen lambda, là, quand on lui demandera de choisir entre la libération de l'Afrique, c'est-à-dire la marche arrière de l'Europe qui n'aura plus les mêmes privilèges, ou la continuité de la colonisation, il se décidera plutôt pour le choix numéro 2. Donc voilà, en tout cas, c'est à un système qu'on s'attaque et non à un individu. Et c'est ces éléments-là qu'on expose pour essayer de poser la question que, mais voilà, sur quelle base ces tribunaux, sur quelle logique, dans un pays où on insère les matraques dans les rectums des adolescents, dans un pays où, voilà, on a créé une sorte d'apartheid avec un Paris central et les banlieues périphériques dans un pays où, voilà, il y a un déséquilibre absolu entre les peuples. On se retrouve en train de condamner quelqu'un qui aurait bafoué je ne sais pas quoi, peut-être les droits de l'homme, les principes de la cité, etc. C'est comme si un serpent se moquait du ver de terre, du fait que celui-ci n'ait pas de pattes, alors que le serpent qui est plus gros aurait certainement encore besoin de plus grosses pattes que le ver de terre. Donc voilà, on est dans ce que nous appelons en Afrique souvent la sorcellerie, c'est-à-dire tout ce qui quitte la rationalité. C'est donc sur cette base-là que nous décrédibilisons la décision qui a été prise par la France, ne fût-ce que de manière symbolique. Toute la liberté, elle est mentale. Mettre un homme libre dans sa tête en prison, ce n'est pas le mettre en prison. Libérer un homme emprisonné dans sa tête, ce n'est pas le libérer. Beaucoup d'Africains courent les rues qui sont prisonniers dans leur tête, prisonniers embrigadés dans dans le complexe d'infériorité, le syndrome de Stockholm. Et ce n'est pas le fait qu'ils soient libres physiquement, qu'ils sont forcément libres mentalement. Donc, force à toi, Diabanza, et les choses ne se passeront certainement pas comme les colons ont prévu. Le 21e siècle est le siècle de la libération de l'Afrique. C'est un processus inexorable parce qu'il n'y a pas de royaume éternel. La Rome antique s'est crue éternelle, ça n'a pas été le cas. Donc les années, les mois, les années à venir sont très prometteuses et ceux qui sont montés très haut comprendront que plus haut on grimpe, plus lourde est la chute. C'est quelque chose qui va arriver de manière inévitable parce que c'est simplement le cycle de l'histoire. Bonne journée à vous, courage à vous et bonne continuation dans les activités pour la promotion de l'Afrique au nom de l'humanité tout entière. Voilà.